Tous bonjour, alors on se retrouve pour une petite vidéo sur ce live Twitch, ce nouveau format. Un plaisir de lancer ce petit projet. Il faut que je regarde la caméra ici, voilà, c'est là que je vous regarde dans les yeux. Et on va regarder les questions au gouvernement et on va réacter là-dessus. Du territoire national, pour eux, pas pour nous. La continuité territoriale pour nos amis corses. 340 000 habitants, 247 millions d'euros, une augmentation récente de 60 millions d'euros, soit 724 euros. Pour les 10 Outre-mer, 2,4 millions d'habitants, 76 millions d'euros, à peine 31 euros par habitant, plus de 20 fois plus pour nos amis corses. Comment nommer une telle différence sinon une rupture assumée d'égalité? Comment ne pas y voir de la ségrégation territoriale et même du racisme? Comment ne pas interroger avec gravité le chlordécone, Martinique, la situation Martinique avec la mafia là, des exportations et des importations. C'est hallucinant avec les prix là, c'est des choses, c'est un scandale absolu. Les coupures d'eau, c'est vraiment oui, nous avons encore des colonies, ça me semble absolument évident, nous avons encore des colonies. Ce que cette inégalité dit de la place de la République, que la République accorde à ses citoyens dits ultramarins. Trop ultra pour être pris en considération, trop loin des yeux, mais la misère douce n'est pas douce au soleil. Ouais, mais les socialistes des Outre-mer, c'est pas les mêmes que ceux de la métropole. Les socialistes des Outre-mer, tu vois, eux, ils pourraient être insoumis, c'est pareil, tu vois. Ils l'ont compris un petit peu mieux, la question du racisme, la Nouvelle-France, tout ça. Les socialistes des Outre-mer, c'est des insoumis, en fait. Elle brûle, elle hurle. Car enfin, que sommes-nous? Des concitoyens assignés à résidence, des économies captives organisées pour produire pour la métropole, consommer métropole, former des talents en métropole, pour la métropole. Tout dans l'organisation actuelle prolonge une logique héritée d'échanges à sens unique, profondément marquée par une histoire. Oui, une histoire coloniale que vous perpétuez en nous regardant en face. Mépris budgétaire, condescendance politique, inégalité structurelle. Est-ce acceptable? Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, quand la République traite ses citoyens avec une telle disparité, elle ne peut plus se réfugier derrière des mots et des promesses. Ma question est simple et elle s'adresse finalement à chacun d'entre vous dans l'hémicycle. Quand comprendrez-vous que ces injustices sont le terreau de toutes les défiances et de toutes les déviances de nos territoires? Quand oui, quand cette République acceptera-t-elle de faire que les citoyens que nous sommes valons autant que ceux des autres territoires de la République? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Naïma Mouchou, ministre en charge des Outre-mer. Chaque fois que je la vois, je fais... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bellet, merci pour cette question qui rappelle les enjeux majeurs de la continuité territoriale. Vous l'avez dit, c'est un sujet d'équité, c'est un sujet de solidarité, c'est un devoir pour nous, même si je ne partage pas les termes c'est mieux que Manuel Valls. Parce que, et c'est mon combat quotidien, jamais nous ne traiterons nos compatriotes ultramarins comme des citoyens de seconde zone. Et nous avons fait de ce sujet une priorité au sein du ministère, au sein du gouvernement. Je vais vous le dire, je voudrais vous parler concrètement et vous donner quelques chiffres, Madame la députée, sur toute l'action qui est menée pour permettre la mobilité. Mobilité des étudiants, mobilité de ceux qui veulent se former, qui veulent travailler, mobilité bien sûr de ceux qui veulent simplement rendre visite à leur famille. En 2026, sur ces dispositifs, nous avons permis une augmentation de 2 millions d'euros sur le budget et nous en sommes à un total de 76 millions d'euros aujourd'hui. Ce qui a permis d'élargir depuis quelques années ceux qui peuvent bénéficier notamment de ces dispositifs de continuité territoriale, c'est-à-dire plus de 3/4... Écoutez-moi ça. Bénéficier des dispositifs de continuité territoriale. T'es forcément bien, t'es forcément sympathique avec un mot pareil. C'est forcément quelque chose, tu vois, genre, voilà, voyez-vous, nous faisons des dispositifs de continuité territoriale. Mais comment t'expliques que les prix sont 10 fois plus importants avec tes dispositifs de continuité territoriale? Il n'y a pas plus grande discontinuité en France sur l'indivisibilité de la République que les Outre-mer. Et tu viens me dire...
Nous avons mis en place des dispositifs de continuité territoriale. Tartuffe, toi. Des foyers désormais au sein des DROM avec la possibilité de financer jusqu'à 100. Des Drômes. Mais qui dit ça? Des Drômes, c'est la Drôme. Si tu parles du département de la Drôme. Mais sinon, c'est les Drômes. Des départements et régions d'outre-mer. C'est Drôme, c'est pas Drôme. Nous, les Drômes. Bon, ça, c'est un détail. % du déplacement, ce qui n'était pas le cas. Progressivement, nous avons réévalué un certain nombre de dispositifs ouverts les champs. Il parle du fait qu'il faut bloquer les prix. Pour permettre justement au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ce qui est encore une fois un devoir et non pas une charge, non pas une obligation. Nous le faisons parce que vous l'avez dit, nous le devons à tous nos compatriotes ultramarins et nous continuerons à le faire. Il y a encore des actions qui sont engagées aujourd'hui. Il y a la mise en œuvre des mesures que je vous ai indiquées. Il y a des réflexions en cours pour permettre encore d'aller toucher davantage de publics fragiles. Ce que je constate, c'est que d'abord, ça va dans le bon sens, et je veux le dire, puisque nous avons permis de toucher, de doubler le nombre de personnes qui sont admises à ces dispositifs en quelques années. Dernièrement encore, parce que j'ai demandé les chiffres, entre 23 et 24, c'est plus 13% de nos compatriotes ultramarins qui bénéficient aussi de ces dispositifs de mobilité. Et puis il y a tout le reste, il y a la lutte contre la vie chère, il y a le prix des billets d'avion, la question des carburants. Je veux vous dire que cet ensemble est pris à bras le corps par mon ministère. Vous pouvez compter sur moi. Madame la députée, je suis prête à entendre. Si vous avez d'autres propositions, à en faire l'analyse, à les expertiser avec vous. Et bloque les prix. Bloque les prix. Bloque les prix. Et à avancer. Merci bloque tous les prix. Madame la ministre. Non, vous venez... Bloque les prix sur ceux de la métropole. C'est assez simple, tu vois. Genre en mode, combien coûte le paquet de couches en métropole? Ah bah. Et si on bloquait le prix sur le paquet de couches en métropole? Ce serait-il pas intéressant? Ce serait-il pas malin? Ouais, bon, je suis un communiste. Et plus du tout le temps, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite Républicaine. Merci Madame la Présidente. C'est ça le problème de regarder les QAG en intégralité, c'est qu'on écoute aussi les fils de pute. Monsieur le Premier ministre, réélu maire de la plus belle Bastide fluviale du Sud-Ouest, c'est la dernière fois que je prends la parole dans cet hémicycle. Je vous quitte avec le sentiment d'avoir fait le job, mais avec le regret que cela ne soit, hélas, pas suffisant. En faisant le bilan, je vois, comme vous tous, où en est notre pays. Un pays qui doute, qui s'inquiète, un pays qui s'impatiente surtout devant notre difficulté à agir collectivement. Pourtant, au fond, les solutions, nous les connaissons. Redonner du souffle et rééquilibrer notre système de santé, remettre le travail au cœur de notre modèle, lutter réellement contre la fraude sociale et fiscale, redonner du sens à l'école et revenir aux fondamentaux, donner enfin de la stabilité et de la perspective à nos entreprises, assumer une vraie politique de souveraineté agricole. Sur tous ces sujets et bien d'autres. Ah oui, il a dû être élu, lui, Guillaume Lepers. Alors, attends, on va regarder Guillaume Lepers. Alors, on va faire autre chose. Attends, c'est pas très... moi je fais mes recherches sur une autre parce que je suis fourbe. Je vous laisse français est prête. Mais ici, nous n'avançons pas assez vite. Par peur de contrarier quelques minorités bruyantes, par confort parfois, par posture trop souvent. Je suis fier que notre groupe de la droite républicaine se soit souvent efforcé de dépasser les clivages et d'être force de proposition. Parce que nous, parlementaires, nous avons une immense responsabilité. Mais nous ne sommes pas élus pour bloquer ou pour gesticuler, mais pour faire avancer la France. Des majorités, nous arrivons à en trouver quand il n'y a pas de caméra, quand on se parle franchement. Je quitte donc l'Assemblée convaincu qu'avec un peu d'effort, nous pourrions y arriver encore mieux. En attendant, je redonne... C'est la loi sur le cumul du mandat, donc en fait, il est élu maire. Pourquoi parle-t-il pour la dernière fois dans ces hémicycles? Parce qu'il est maire, voilà. Maire de... Alors Villeneuve d'Ascq. Maire de quoi? Il est maire de quoi? Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve d'Ascq, Maël. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Oh là là. Devient maire de Villeneuve-sur-Lot. Mais les combats continuent sur le terrain. Parce que ce sont les collectivités qui compensent souvent nos manquements et nos incohérences. Quand nous débattons ici sans... On comprend d'autant plus pourquoi il fait du violence sur les collectivités. Parfois vraiment décidé. Ce sont les collectivités qui agissent. Alors, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous Bonjour, garantir... je deviens maire. Désolé.
que vous ne demanderez pas plus d'efforts aux collectivités, et en particulier au bloc communal qui est en première ligne pour défendre et protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et regarde, même monsieur lui, le sourit. député. La parole est à Madame Françoise Gatel. Françoise ministre Gatel. de l'aménagement du territoire et de la Ministre de décentralisation. l'aménagement Merci. du territoire et de la décentralisation. Qui Madame est la cette Présidente, personne? Monsieur le député Guillaume Lepers, d'abord permettez-moi de saluer Ah. votre engagement et le message Françoise Gatel. que vous laissez à cette noble assemblée et de vous féliciter pour votre réélection dans cette très belle ville de Villeneuve-sur-Lot. Vous avez raison, nos UDI, collectivités sont l'espace démocratique où on est capable Bon, de UDI, trouver du coup, des c'est pas les pires solutions. quand même. UDI, on peut voilà. C'est des centristes. C'est des vieux centristes. Voilà. En plus, elle, c'est pas, j'ai jamais trop vu. Elle m'a pas inspiré de la haine et du rejet. Et de dépasser Viscéral. les clivages politiques parce que les collectivités, Prise. notamment les maires, ont une obligation de résultat puisque l'exigence de nos concitoyens est là. Alors, le gouvernement n'a pas du tout abandonné les collectivités, notamment les communes. Je rappelle que le transfert global de l'État vers les collectivités, c'est 154 milliards d'euros. Nous avons maintenu la dotation globale de fonctionnement, passé les subventions d'investissement à 2 milliards et nous maintenons des programmes importants. Village d'avenir, petite ville de demain, action Des énormes lunettes. Des énormes lunettes. cœur de ville, France Service et depuis l'année dernière, le Premier ministre Oh, ça va, a c'est sympa, raison, lui. a initié ce programme, les maisons France Santé. Et puis bientôt au Sénat sera étudié un projet de loi simplification qui permet d'alléger les procédures des collectivités, mais aussi d'optimiser la dépense de ces collectivités. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est la suppression de l'obligation annuelle de vidange de toutes les piscines publiques, alors même que leur eau est examinée et contrôlée de manière régulière. C'est 30 millions d'euros que nous évitons en dépenses à nos collectivités. Et je sais que vous continuez. C'est ok ou c'est pas ok de faire du faux langage des signes? commun à Villeneuve-sur-Lot. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Au revoir. La parole est à présent Madame Catherine Hervieux pour le Catherine groupe Hervieux, écologiste pour le et groupe social. Écologiste et social. Madame la Présidente, chers collègues, Ah. Monsieur le Premier ministre, votre responsabilité est engagée. Tous les jours, des substances toxiques persistantes dans l'environnement appelées PFAS sont rejetées dans l'environnement, Eh oui. eau, air, sol. Eh oui. Rappelons-le, ce sont des polluants éternels qui se répandent partout et constituent un danger pour la population et la biodiversité. Ces rejets présentent des risques graves et avérés pour la santé, bien renseignés par de multiples études scientifiques. Oui, parce que ce sont des polluants. Hey. Les polluants éternels, ce sont des polluants. Et ce n'est pas bien. Voilà. Non mais il faut parfois rappeler les bases, mais ce n'est pas bien. Polluer, c'est mal. Et médicales, maladies thyroïdiennes, taux élevés de cholestérol, lésions au foie, cancer du rein et des testicules, faible poids à la naissance. Les connaissances compilées depuis longtemps nous montrent l'accompagnement nécessaire auprès des industriels et des agriculteurs, ce qui fait défaut. Il y a un an, nous votions la loi de notre collègue Nicolas Thierry instaurant Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit pas l'interdiction du des tout le PFAS pli de dans ma certains chemise. produits J'ai assortis d'une taxe absolument pas à m'en foutre. pollueur-payeur. Absolument pas. L'objectif, agir en toute responsabilité pour protéger notre santé et l'environnement. La redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau concerne les ICPE soumises à autorisation en raison de leurs activités. Cette taxe servira à financer la... Ça, c'est quand tu connais pas le. Moi, j'ai une théorie. Quand tu connais pas la personne qui pose la question, c'est que ça va être technique. C'est. Je la connais pas, la gendarme. Voilà. Et là, je suis déjà en train de me dire, ouh là là, ouh, c'est technique. Des pollutions liées au PFAS, telles que cela existe déjà pour d'autres polluants, phosphore, nitrite, Parce que déjà, j'ai PFAS, tu vois. Et là, je vais avoir nitrite et tout. Genre, déjà, je comprends d'où qu'on parle. Bah, alors, ouais, rentrer dans les détails après, tu vois. Voilà. Elle C'est bien, hein. bénéficiera aux collectivités locales pour leur action de dépollution et constitue une incitation à baisser, voire supprimer l'usage des polluants par les industriels concernés. Et Le oui, décret d'application les industriels, 90% de la pollution, c'est eux. Voilà, les plus grandes entreprises. Voilà. publié le 1er mars. Ça ne sert à rien de faire pipi sous la douche. Ça ne sert à rien d'éteindre l'eau du robinet. Parce que Bernard Arnault fait tout le travail pour vous. Pas besoin. Il a pas besoin de vous.
Or, nous apprenons par la cellule investigation de Radio France votre intervention pour le repousser à septembre. Ce recul s'inscrit au détriment de notre santé. Bah, ouais. L'explosion des coûts des C'est des soins. fils de pute à chaque fois sur ça, hein, vraiment. Vraiment, c'est vraiment... Je dis trop fils de pute. Ce sont des personnes de très mauvaise vie, voilà. Et des dépollutions dues au PFAS pèsent également sur les finances publiques. Monsieur le Premier ministre, connaissant votre extrême vigilance quant à l'usage des deniers publics, quelle Des deniers publics. C'est marrant l'expression, les deniers publics. Non mais, l'expression des deniers publics, on n'utilise plus les deniers. C'est comme si tu disais, concernant votre vigilance sur l'utilisation des louis d'or publics. explication apportez-vous à la population inquiète d'être empoisonnée au PFAS? L'expression deniers publics, elle situe thématiquement qui parle. On est en politique. C'est vraiment une expression politique, le denier public. Tu n'utilises pas vraiment... Nous demandons la publication de ce décret sans délai face à une urgence sanitaire d'ampleur nationale. Oui. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée... Oh là là! Oh, Mathieu Lefèvre! Ah, je n'avais plus son nom. Oh, je le vois. Oh non! Et transition écologique, lui! Eh ben, oh là là. Oh là là, insupportable. J'en ai déjà marre. Ça, c'est vraiment, alors pour situer ceux qui ne savent pas, là, lui, c'est vraiment un de ceux qui, au moment des dissolutions, au moment des gouvernements Bayrou, au moment des Le Cornu et tout, c'était un des chiens de garde qu'on envoyait sur le plateau parce qu'il n'y avait plus que lui. Il n'y avait plus que lui, plus personne voulait y aller, plus personne était d'accord. Et du coup, voilà, c'est vraiment les derniers des fidèles du bateau qui coule, quoi. Quelque part, je vais me dire, j'ai presque un peu plus d'estime pour lui parce que il est encore sur le bateau qui a coulé, c'est pas un rat qui quitte le navire, mais voilà là. Vous avez raison, la lutte contre les PFAS est un enjeu sanitaire et industriel absolument Mais il a coupé les cheveux plus courts. majeur, et je remercie votre groupe qui a proposé une loi que l'Assemblée a adoptée à l'unanimité et qui a permis de jouer sur l'ensemble des leviers pour lutter contre les PFAS, à commencer d'abord par les... Donc, du coup, transition écologique, est-ce que ça... Enfin, ça ne veut rien dire. Non, j'allais faire une conclusion modeste qui ne serait pas plutôt sur le côté Gabriel Attal du parti, mais interdictions dans un certain on nombre peut rien en déduire, tu vois, genre... de produits, la surveillance également des rejets à queue et des mesures de Là, transport. il va vous dire, oui, on fait plein de choses, on est incroyable et tout. Oh, ce décret, nous le repoussons pour des raisons qui sont techniques et parce que nous sommes dépendants aussi de la Commission européenne et puis d'accord, et de ne pas fragiliser nos acteurs économiques qui nous ont demandé un délai pour pouvoir justement aller plus vite et plus efficacement avec un tissu qui a résisté. Transparence indispensable avec un tel enjeu sanitaire. Et ainsi, par ailleurs, évidemment, une redevance qui est une redevance incitative. L'essentiel, c'est d'abord de lutter contre les rejets de PFAS. Et de ce point de vue, force est de constater que les industriels se sont réformés, puisque les rejets à queue ont diminué de 60% entre 2023 et 2025. Il faut aller plus loin. À la demande de Monique Barbu, nous travaillons à un plan très ambitieux sur la lutte contre l'épandage des boues issues de stations d'épuration. Dans un premier temps, en mesurant les boues issues de stations d'épuration. Et dans un second temps, après la définition d'un seuil qui sera validé par le Haut Conseil de... Non, il choisit plutôt de la tunnel avec un truc extrêmement technique où tout le monde s'en fout. La santé publique en incinérant ou en mettant en décharge les boues qui ne seraient pas conformes. Voilà pour le volet réduction des rejets. S'agissant de la redevance, Madame la députée, celle-ci verra bien le jour en 2026, au 1er septembre 2026, après une période de consultation qui était indispensable et nécessaire, à la fois parce que les entreprises devaient provoquer des tests pour pouvoir s'y conformer, mais également pour éviter toute forme de confusion juridique. Je l'ai dit. Son entrée en vigueur. Je l'ai dit. Nous devons nous réjouir J'ai que raison. ce rendement est plus faible parce que cela prouvera que les industriels ont émis moins de PFAS. C'est une redevance incitative et donc l'enjeu de celle-ci est bien qu'elle soit la plus faible possible pour que nous ayons le moins possible de PFAS. C'est ça la noble langue, tu vois, genre, tu repousses un truc, mais pour aller plus vite. L'environnement, mais nous sommes évidemment... En même temps, je m'attendais à l'oiseau, hein. Il est insupportable. Évidemment à votre disposition pour continuer à travailler sur ce sujet d'intérêt national au service de la santé des Français.
Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, en appui avec tout ce que vous venez de dire, je vous invite à prendre connaissance du rapport santé-environnement concernant l'ensemble des politiques publiques sur le sujet demain après-midi. Merci. La parole est à présent à monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Ouais, bon, on se voit demain après-midi pour faire un petit brainstorm. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Attends, non. Les démocrates. Ah, c'est qui ça déjà? Oh là là, bah c'est Modem. Dimanche dernier, gauche démocrate et républicaine, ça c'est les communistes. Et le peuple démocrate. Hongrois a quitté un long hiver. J'ai eu l'honneur d'observer ce moment de l'histoire dans le cadre de la mission de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, aux côtés de plusieurs collègues de cet hémicycle. Dans une mobilisation massive, le peuple hongrois a choisi, à travers Peter Magyar et le... Maman, il a mis fort de l'hiver, j'aime bien. Il a quitté l'hiver, j'aime bien. Ça, l'Europe. Il a scandé longuement son nom sur les bords du Danube face au Parlement à l'issue des résultats. Cela faisait chaud au cœur. Les députés démocrates... En vrai, c'est vrai, hein, on est quand même content hein, pour la Hongrie qui met à bas Orban. Pas parce qu'en fait on aime l'autre, même si il a quand même ouvert un peu plus à gauche. Même si c'est un ancien de chez Orban, il a des positions insupportables sur plein de trucs et tout. On n'est pas content pour lui. Mais on est content qu'Orban s'en aille. Ça oui, ça on est content. On est très content. Et puis surtout c'est que un dictateur qui est là depuis 16 ans, ou un proto-dictateur qui est là depuis 16 ans, l'enlever c'est toujours une bonne nouvelle. Même si tu mets un autre qui est exactement le même, ouais mais il est nouveau. Donc il est moins solide, il a moins de pouvoir, il est plus faible, etc. etc. Donc ça c'est... et là on est sur Machiavel, hein. Le nouveau est toujours plus faible que l'ancien. Leur part ne peuvent que saluer ce choix pro-européen avec la même clarté qu'il a été exprimé. Tout comme la première décision ce matin de lever le veto au prêt européen de 90 milliards à l'Ukraine. Ça c'est une vraie conséquence immédiate. Une défaite cinglante aux forces nationalistes qui avait fait de Viktor Orban... Oui, c'est très important. Il a gagné 2/3 des sièges, ce qui veut dire que concrètement, il peut modifier la Constitution. Ce qui va amener des vraies conséquences sur la liberté de la presse, etc. etc. Enfin, concrètement, ok, c'est un mec de droite, très radical, mais il est fort probable qu'il fasse des choses que la gauche aussi aurait fait. Peut-être pas autant, enfin, peut-être qu'on aurait fait plus que lui, mais bon, il y a aussi la stratégie, tu vois, genre... Il faut virer un dictateur du pouvoir. On a plusieurs fois dans l'histoire, nous en France aussi, fait des alliances un peu baroques pour virer des mecs qui étaient là un petit peu trop longtemps. Leur modèle et de leur horizon, les Hongrois envoient un message d'une portée qui dépasse largement leurs frontières. Ce signal arrive à un moment crucial. Oui, c'est un message qu'on envoie à Poutine, c'est un message qu'on envoie à Trump, c'est un message qu'on envoie aussi à Mélanie, au demeurant. C'est un message qu'on envoie à Le Pen. C'est un message qu'on envoie un petit peu au monde sur le fait que et ça va encore une fois dans cette analyse classique de la régionalisation des trois grands blocs Asie, Chine, États-Unis et puis et Europe, les trois grands blocs qui sont faits pour s'affronter en réalité. Après la grande montée des populismes 1984 Bilac, hein, c'est assez terrifiant. Aux quatre coins du monde, jusqu'aux portes de notre propre pays, ça, c'est Modem, et à l'aube d'échéances électorales déterminantes en 2027, ce vote est un rappel salutaire. Plusieurs pays d'ailleurs. La démocratie illibérale est une arnaque, une impasse, un ensemble... En fait, si on se situe européen, limite, on aurait peut-être des... Je vais pas dire qu'on a des raisons d'être optimiste. Mais... Quand bien même le RN gagnerait en France, tu pourrais t'attendre à une défaite de l'Italie qui pourrait contrebalancer dans l'autre sens. Donc bon, les batailles sont toujours à mener, mais le RN va perdre. Voyons. De fausses promesses au service de la conquête du pouvoir. Les Hongrois l'ont débusqué, non sans difficulté, après de nombreuses attaques contre les universités et les libertés fondamentales. La parenthèse se referme. La Hongrie doit maintenant... Parenthèse de 16 ans, c'était plus une parenthèse. Hein. C'est justement, là on ouvre peut-être une parenthèse, on verra si elle prend. Mais oui, on achève une période. C'est clair que là, c'est une bande chronologique pour moi. Maintenant reprendre toute sa place dans le concert européen. On dira les années Magyar, tout comme on disait les années Orban, ça c'est sûr. Oula. Alors, monsieur le ministre, ma question est très simple. Comment le gouvernement, votre gouvernement,
entend-il saisir ce tournant historique pour renouveler et approfondir la relation bilatérale entre la France et la Hongrie? Je vous remercie. Merci beaucoup. En vrai, mais ça c'est un classique de certains députés, bah déjà que je connais pas, donc un technicien forcément, même si pour là c'est pas une vraie technique. Il livre un peu son analyse politique de l'événement, et puis bon bah écoute, il pose une question qui somme toute est assez intéressante, non pas vraiment pour la question qu'il pose, mais pour la balle qu'il envoie au ministre du coup qui va devoir dribbler. Député, la parole est à monsieur Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur Nicolas Forissier. Nicolas Forissier. Pascal Lecamp, vous posez une question en soulignant le caractère historique de l'élection en Hongrie qui fait référence à un tournant, et vous avez raison de la poser. Votre expertise sur ces questions internationales et c'est les Républicains qui nous répondent. Notamment européenne, est là pour Donc c'est la droite, hein, les Républicains. Prouver et le conforter. Je voudrais vous dire que la France, évidemment... Je ne pense pas qu'ils pensent qu'on est le 25 germinal de l'an 234. Saisira cette occasion, a déjà commencé à le faire, puisque la France a salué avec force la victoire de Peter Magyar et du parti TIJA ce dimanche en Hongrie par une très large majorité, près de... C'est pas exactement ça que je salue. Moi, je salue la défaite de Viktor Orban. Des 2/3 des sièges et une très forte participation, d'où une grande légitimité. Le président de la République a d'ailleurs appelé dimanche soir Peter Magyar pour le féliciter et proposer de faire en sorte que cette coopération, notamment dans l'intérêt de l'Europe, se construise rapidement. Vous le dites, ce scrutin il est historique à plusieurs titres. D'abord parce que le peuple hongrois a décidé de tourner la page d'un pouvoir, vous l'avez dit, qui s'est fourvoyé dans le démantèlement de l'état de droit et des libertés fondamentales, dans la désinformation contre l'Union européenne et contre l'Ukraine, je veux le souligner, dans la collusion avec la Russie, je veux aussi le souligner, au mépris de la souveraineté européenne. C'est donc un tournant historique à ce titre, mais aussi parce que c'est une opportunité, cette élection, d'œuvrer ensemble à une Europe plus souveraine, plus démocratique, plus compétitive. Et c'est dans cet esprit que nous sommes déjà, je réponds à votre question, au travail avec l'équipe de Peter Magyar. Et je veux vous dire que cela vaut en particulier pour le soutien à l'Ukraine, pour mettre en œuvre rapidement, vous étiez à mes côtés lors d'un déplacement en Ukraine il y a 2 mois et vous avez vu combien ce sujet est important, mettre en œuvre rapidement le prêt de 90 milliards d'euros qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement du pays et à sa défense. Viktor Orban avait décidé de le bloquer au mépris du principe de coopération loyale. Enfin, c'est une leçon magistrale, et je termine là-dessus, parce que c'est un message de liberté, de souveraineté, d'indépendance qui est adressé au... Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. C'est rare de couper la parole à un ministre. Étonnant. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces mots très rassurants. Je pense que la France doit être très forte aux côtés de l'Ukraine. C'est le contexte où ils se font des passes entre eux. Tu vois. Je t'envoie une balle facile, tu renvoies, je te la renvoie. Qui ne se... Ouais, c'est presque plus le truc de le ministre a demandé à un de ses proches de lui poser cette question-là. C'est un peu ça. Passera pas de nombreuses sirènes russes autour d'elle dans le conflit ukrainien, juste à ses portes et à sa frontière. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent. C'est un petit peu de visibilité pour un de ses proches. C'est toujours sympathique. Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chère Naïma Mouchou, mes chers collègues, le gouvernement, par la voix du Premier ministre Sébastien Lecornu, affiche aujourd'hui une ambition forte, électrifier la France pour garantir notre indépendance énergétique. Très bien. Mais permettez-moi de vous le dire clairement, cette ambition ne peut pas rester un slogan vu de l'Hexagone, pendant que nos territoires ultramarins restent en première ligne des vulnérabilités. Exemple, le prix du samplon a augmenté de 17 centimes et celui du gazole de 31 centimes au 1er avril. Et pourtant, les Guadeloupéens ne peuvent toujours pas prétendre à l'accompagnement de l'État sur le développement des mobilités électriques. En effet, le leasing social n'est toujours pas accessible sur l'archipel. En Guadeloupe, la réalité est simple, sans carburant, tout s'arrête. Notre territoire est encore massivement dépendant d'énergie fossile importée par la SARA, société de raffinerie, majoritairement de mer du Nord. Incroyable,
puisque nous sommes à environ 2 heures de vol de producteurs de carburant, tout près, à Trinidad et Tobago notamment. Mais concentrons-nous sur nos atouts locaux, la géothermie. François Bayrou l'avait dit quand il était commissaire à l'exécution du plan, c'est l'avenir de la France, et Borloo l'a dit aussi. Cette géothermie est exploitée à Bouillante, chez nous. Elle est pilotable, locale, décarbonée, renouvelable et non intermittente. Et surtout, elle pourrait être développée bien davantage. Des entrepreneurs et sachants tels que l'industriel Gérald de Bougré ou le docteur Henri Joseph me demandent qu'à œuvrer sur cette affaire-là en Guadeloupe. Vous me direz que des propositions sont lancées et que des acteurs comme la SAR des industriels, oui, je vais poser ta question à l'hémicycle. ou Albioma étaient ou sont intéressés. Je veux savoir ça, Tu peux aller leur dire. Oui. Force est de constater que c'est lent, Madame la Ministre. Nous osons espérer que cela est décorrélé des investissements récents d'EDF dans des moteurs fossiles qui ont eu lieu sur plusieurs millions d'euros. Pendant ce temps-là, dans la Caraïbe, certains avancent plus vite que d'autres. Nos voisins de la Dominique investissent, planifient et font de la géothermie un levier central de leur souveraineté. Merci. Alors, il faut poser la question. Qu'attendons-nous pour passer à la vitesse supérieure en Guadeloupe? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Naïma Moutchou, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Servat, vous avez dressé un panorama très juste. Bien sûr, sur la nécessité d'accélérer sur la transition énergétique, sur la décarbonation, sur tous ces sujets cruciaux pour les territoires ultramarins, bien sûr pour la Guadeloupe, et le contexte géopolitique international conforte évidemment la nécessité d'aller encore plus loin. Alors c'est évidemment conscient de ces enjeux que le Premier ministre a relancé, vous le savez, toutes les procédures qui vont permettre d'aboutir sur les programmations pluriannuelles de l'énergie pour les territoires ultramarins. Et nous l'avons démarré, c'était en février dernier. D'ailleurs, avec le ministre de l'économie, Roland Lescure, nous avons écrit aux collectivités justement pour leur dire que nous allions les accompagner dans ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que nous avons réaffirmé notre ambition d'accompagner la montée en puissance, monsieur le député, des énergies renouvelables dans les territoires ultramarins, notamment en renforçant les aides qui permettent l'émergence des projets de géothermie, puisque vous avez effectivement évoqué l'un des atouts du territoire de la Guadeloupe. La géothermie électrogène, c'est une énergie décarbonée qui est compétitive, qui est flexible, qui est disponible, et elle l'est notamment. Je suis d'accord, là moi je peux te dire. Mais le charbon, c'est une énergie compétitive, décarbonée, si je peux dire. Non mais t'as des mots comme ça qui passent. Enfin, compétitif, flexible, ça veut rien dire, t'as rien dit là. En Guadeloupe. Mais les deux un peu. Enfin, quoi que lui, il pose un peu plus une vraie question quand même. D'ailleurs, pionnier en la matière. Avec la centrale de Bouillante, je salue cet engagement et je voudrais pouvoir vous annoncer 2 choses en la matière. La première, monsieur le député, c'est que nous allons pouvoir augmenter la puissance de la centrale de Bouillante pour passer de 10 MW de puissance additionnelle aux 15 MW actuels. La deuxième chose, c'est que nous allons publier dans les prochains jours un texte de la ministre de l'Énergie, Madame Maud Bréjon, qui augmentera l'aide de l'État pour couvrir les coûts échoués qui sont liés au forage exploratoire. Une aide qui va permettre de faciliter... Des 10 MW supplémentaires aux 15 MW actuels. En gros 25, mais elle n'a pas dit 25, c'est ça? Investissement des porteurs de projets pour développer ensuite de nouvelles centrales géothermiques. La Guadeloupe, bien sûr, mais si vous le permettez, je cite aussi la Réunion, Mayotte et la Martinique. Monsieur le député, voilà 2 annonces qui vont nous permettre d'avancer dans le sens de votre volonté. Et bien sûr, avec la ministre de l'Énergie, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il y a 3 semaines, j'interrogeais Madame la ministre de la Transition écologique sur la redevance PFAS. Inutile de revenir sur les enjeux délétères de santé parfaitement décrits par Madame Hervieux il y a quelques minutes. Je comprends aujourd'hui que les enjeux sont en discussion à Bercy. Je mentirais si je vous disais que je suis désolée d'insister. Rappel des faits. Février 2025, les députés ont adopté à la quasi-unanimité la loi visant à lutter contre les PFAS de notre collègue. Ah, la question vient d'ailleurs là quand même, parce que quand c'est les écologistes et l'opposition, là elle reprend la même question alors qu'elle est d'horizon.
ça va être un petit peu plus intéressant la réponse. Nicolas Thierry, nourri par les travaux de M. Cyril Isaac-Sibyl depuis de nombreuses années. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi finances, nous avons voté la mise en place d'une taxe dédiée à la pollution de l'eau par ces polluants éternels. Mesure reprise par le gouvernement dans la dernière version du texte, dont l'entrée en vigueur est annoncée au 1er mars 2026. Nous sommes le 15 avril. Ah d'accord. C'est une révélation très avril, j'ai pas suivi ça. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette taxe n'est toujours pas mise en œuvre? Faut-il en conclure que la santé des Français, via les enjeux de santé environnementale et d'approche une seule santé, alors même que la France vient d'organiser la semaine dernière le sommet international sur ce sujet, ne constitue pas une priorité pour notre gouvernement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge du développement durable. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Violent. Vous me permettrez tout d'abord de saluer votre engagement en faveur de la santé environnementale et vous l'avez prouvé une nouvelle fois à Lyon la semaine passée. Le gouvernement agit d'abord en mettant pleinement en œuvre la loi votée à l'unanimité le 27 Sur la cible d'investigation de Radio France, l'entrée en vigueur de la redevance sur les polluants éternels votée par le Parlement a été repoussée par Matignon à la rentrée 2026, réduisant d'au moins 15 millions d'euros les recettes fiscales attendues de l'industrie chimique pour financer la dépollution des eaux. Faire contribuer les industriels et les émetteurs de PFAS tout en desserrant les taux financiers qui pèsent sur des collectivités confrontées à l'envolée des coûts de dépollution, telle était l'ambition de la loi visant à protéger la population des risques liés aux polluants éternels. Adoptée le 27 février 2025 et portée par le député écologiste Nicolas Thierry, cette loi instaure un mécanisme fondé sur le principe du pollueur-payeur à travers la création d'une redevance sur le PFAS. Ces polluants éternels, désormais identifiés comme un enjeu majeur de santé publique en raison de leurs effets associés à certains cancers, à des troubles de la fertilité en cours, à des atteintes du foie et de système immunitaire, doivent être taxés à hauteur de 100 € pour 100 grammes rejetés dans l'eau. Mais à ce jour, les industriels n'ont toujours rien acquitté, car depuis son adoption début 2005, la publication du décret permettant l'entrée en vigueur de la loi n'a cessé d'être repoussée. Alors, à l'automne dernier, face à cette inertie, les députés reprennent la main dans le cadre de l'examen du budget. Dans un rare consensus, un amendement porté par la députée Horizon Anne-Cécile Violent, celle qui a posé la question, est adopté à la quasi-unanimité pour janvier 2026. Le projet de loi de finances promulgué mi-février fixera finalement l'entrée en vigueur de la taxe au 1er mars 2026. Cette fois, le calendrier semble enfin stabilisé. Début janvier, le texte du décret est finalisé. Le ministère de la Transition écologique, dirigé par Monique Barbu, entre dans la dernière ligne droite et s'apprête à engager les dernières consultations, notamment la consultation publique obligatoire. Cette étape doit permettre une mise en œuvre de la taxe dans les délais fixés par le Parlement. C'est alors que le processus se grippe brutalement. À l'initiative de Matignon, tout est stoppé net le 22 janvier. Dans un courriel que la cellule d'investigation a pu consulter, un conseiller de Sébastien Lecornu écrit au ministère concerné « Halte au feu ! Je vous rappelle qu'aucune décision n'a été prise sur l'entrée en vigueur de ce texte. Je tiens à ce qu'une réunion interministérielle soit organisée. » Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On a voté un truc à l'unanimité. Ouais, on a pris aucune décision, ok? Waouh! Bercy plaide pour donner du temps aux industriels. La réunion demandée par Matignon se tient le 20 février, quelques jours après la promulgation du budget. Les représentants du ministère de la Transition écologique s'opposent alors à tout nouveau report et plaident pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Le temps de lancer les consultations jusque-là bloquées par Matignon. C'est une dinguerie. Les membres du cabinet de Monique Barbu mettent en avant le respect du vote parlementaire, d'autant que la taxe sur les PFAS figurait selon nos informations parmi les mesures négociées entre la majorité et le Parti Socialiste pour éviter une censure. Vraiment les socialistes! Oh là là! Oh les socialistes! Mais jusqu'au bout, hein! Jusqu'au bout, ils avalent la pilule, hein. Oh là là. Le gouvernement souligne légalement l'urgence de faire contribuer les industriels au coût de dépollution. Les produits de la redevance étant en effet destinés aux agences de l'eau et aux collectivités confrontées à une hausse rapide des dépenses de dépollution, à mesure que multiplie les fermetures de captage d'eau. Bon, alors, on va voir. Février dernier, essentiellement pour limiter les rejets des industriels, et ceux-ci se sont réformés, mais également pour limiter l'utilisation des PFAS avec un certain nombre d'interdictions qui vont courir jusqu'à 2030, et les résultats sont là puisque dans les rejets aqueux, on constate 60% de rejets aqueux contenant des PFAS en moins dans la période entre 2023 et 2025. À la demande du Premier ministre, une grande campagne de mesure des PFAS dans les boues d'épandage va être
lancée et on en tirera toutes les conséquences s'agissant des boues qui seront jugées non conformes après avis du Haut Conseil de la santé publique. S'agissant de la redevance que vous évoquez, Madame la députée, celle-ci verra bien le jour au 1er septembre prochain, après une période de consultation obligatoire, des consultations notamment des instances de protection de l'environnement. Mais Je l'avais dit ou je l'avais pas dit qu'il était insupportable, lui? Je l'avais dit. C'est bien, je l'ai bien dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'avais 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 dit. Il est insupportable. Également des industriels, Madame la députée. Non, parce qu'on a également pris en compte l'ensemble des PFAS qui résultent de la campagne d'automesure qui a eu lieu entre 2023 et 2025. Et donc le gouvernement était en effet très attentif à ce qu'il n'y ait aucune insécurité juridique dans la mise en œuvre de cette redevance. On vote un truc à l'unanimité de l'Assemblée nationale sur le fait que non, on applique au 1er mars. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent au 1er septembre. C'est incroyable! Certains acteurs nous ont également dit qu'ils auraient pu de bonne foi se considérer comme étant non assujettis et ils vont l'être. Et donc il y avait besoin de faire tout ce travail d'harmonisation pour nous assurer qu'il n'y aurait aucun enjeu. Mais tu peux le faire après avoir lancé le truc et leur dire ok, alors parce que du coup tu fais courir la redevance à partir du 1er, parce que je comprends bien que c'est des mensualités, hein. Je comprends bien que du coup c'est 6 mois de plus de pollution gratuite. Hein, ça veut dire ça aussi, ça veut dire que 1er mars on commence pas à payer, ça compte pas dedans. Voilà. Ensuite on pourrait lancer au 1er mars, lancer les débats de oui vous est-ce que vous êtes assujetti ou pas assujetti, etc. Mais si vous êtes assujetti, on commence en mars, hein. Donc vous gardez l'argent sur le compte en banque, hein. Putain. De sécurité juridique entre les acteurs. Enfin, peut-être pour vous dire, Madame la députée, que cette redevance est évidemment indispensable. Elle est incitative, comme je l'ai rappelé, et donc. Mais on va quand même grappiller 6 mois, tu vois. On doit espérer qu'elle ait le moins de rendement possible. Mais le gouvernement agit également pour. Regarde comme il est content. Il est content. Les questions d'eau avec 135 millions. Il est content. Il sait qu'il entoure tout le monde et qu'il ment. Tu vois. Il est content. En plus, dans la loi de finances pour 2026, qui permettent d'avoir une action préventive extrêmement essentielle sur la question de la qualité de l'eau. Il y avait un petit sourire là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci. Incitative, comme je l'ai rappelé, et donc on doit espérer qu'elle ait le moins de rendement possible. Mais le gouvernement agit également pour traiter les questions d'eau avec 135 millions d'euros en plus dans la loi de finances pour 2026 qui permettent d'avoir une action préventive extrêmement essentielle sur aucune insécurité juridique dans la mise en œuvre de cette redevance. Attentif au fait que certains acteurs nous ont également dit qu'ils auraient pu de bonne foi se considérer comme étant non assujettis et ils vont l'être. Et donc il y avait besoin de faire tout ce travail d'harmonisation pour nous assurer qu'il n'y aurait aucun enjeu de sécurité juridique entre les acteurs. Enfin, peut-être pour vous dire, Madame la députée, que cette redevance est évidemment indispensable. Elle est incitative, comme je l'ai rappelé, et donc on doit espérer qu'elle ait le moins de rendement possible. Mais le oui, à sa tête. gouvernement agit également pour traiter les questions d'eau avec 135 millions d'euros en plus dans la loi de finances pour 2026 qui permettent d'avoir une action préventive extrêmement... Mais tu l'écoutes, ils ont amélioré le truc, tu vois. Tu l'écoutes, le gars, il est en mode, mais on fait plus vite, mieux et avec plus d'argent. Je vois pas pourquoi vous n'êtes pas content. Alors qu'il y a moins d'argent, plus tard, plus lentement et moins bien. Sur la question de la qualité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie Monsieur le Ministre pour vos arguments. Il faut savoir quand même que la première version de cette loi date de 2025 et qu'on Merci espèce d'énorme fils de pute pour votre déblatérage extrêmement fourbe et malhonnête. Les enjeux européens... J'arrête de dire fils de pute. Enfin, j'arrête. Quoique. Reach dès 2023. Les industries sont parfaitement au courant de cette nécessité absolue de traiter leurs PFAS. Donc, je ne peux pas entendre ça. 6 mois, c'est pas possible de décaler de 6 mois cette redevance. Il y a un argument économique aussi, c'est comment vont faire les collectivités pour dépolluer ces eaux. Et l'enjeu sanitaire est essentiel. On ne peut plus se permettre d'attendre. Ça n'est pas possible. Les industries sont au courant. Elles le sont depuis longtemps. Il est urgent d'agir et de faire sortir ce décret. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR.
Merci Madame la Présidente. Ah, là c'est les Monsieur le communistes. ministre du Travail, en matière de politique de l'emploi à La Réunion, les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Troisième question sur les Outre-mer aujourd'hui. Aider, moins de participation financière de l'État et une crainte toujours plus forte pour les collectivités, les associations et les personnes qui attendent une chance de s'en sortir. Pourtant, à La Réunion, le chômage atteint 16% de la population active. Chez les moins de 30 ans, il monte à 25%. Dans n'importe quel autre... Tous ceux qui ont fait cartographie en prépa savent ça. Les Outre-mer, c'est terrible. C'est terrible. Territoire. De tels chiffres imposeraient une mobilisation exceptionnelle de l'État. Chez nous, ils servent d'arrière-plan. Mais pourquoi? C'est tellement bien d'avoir des colonisés qui peuvent être une armée de réserve. Enfin voilà. Alors, où est le problème? Où est le problème? Voyons. C'est fait pour ça. Silencieux à une politique de désengagement. 12 000 contrats parcours emploi compétences en 2024, 10 000 en 2025 après une grande bataille. Et pour 2026, toujours aucune visibilité. Les collectivités alertent, les associations alertent, les élus alertent, mais rien n'y fait. Aucune réponse claire, aucun calendrier, aucune garantie. Et pourtant, les contrats PEC sont essentiels. Ils permettent un accompagnement vers l'emploi. Ils offrent un cadre de travail structuré, des conditions sécurisées, une première marche vers l'insertion. Ce sont aussi des femmes et des hommes qui font vivre l'action publique au quotidien, dans les communes, dans les écoles, dans les Première embauche en collectivité. associations, dans les politiques de santé publique, dans les emplois verts qui ont été si utiles pendant la crise du chikungunya l'an dernier. Ces agents sont indispensables. Les supprimer ou en réduire encore le nombre, c'est affaiblir la continuité du service public alors que les collectivités sont déjà financièrement exsangues. Le dernier rapport de la DARES le confirme, La Réunion est l'un des territoires où les PEC sont les plus nécessaires et où le parcours emploi compétences. besoin social reste le plus massif. Il est de votre devoir de mettre un terme à cette diminution continue. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin annoncer les volumes de contrats PEC pour 2026 à La Réunion, garantir une participation financière de l'État à la hauteur et cesser de traiter l'insertion des Réunionnais comme une variable d'ajustement budgétaire? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Farandou, il était de quel bord celui-là? Jean-Pierre, on le laisse parler. Monsieur les députés, Madame la députée, vous m'interrogez donc sur les contrats parcours emploi compétences qui font partie de la famille des contrats aidés. Quand on regarde l'enveloppe globale du budget dédié en 2026, le gouvernement... C'était le mec de la SNCF, ça. Il était c'était patron, ancien patron de la SNCF, donc à libéraliser. Donc, société civile. Effectivement, a fait un choix clair au bénéfice des dispositifs qui répondent plus efficacement aux objectifs d'insertion professionnelle. Je pense à l'insertion par l'activité économique, je pense aussi aux dispositifs dédiés à l'accompagnement des jeunes. C'est pourquoi, effectivement, nous poursuivons la trajectoire engagée que vous avez soulignée d'ajustement à la baisse des contrats aidés, car nous estimons, et les études nous le disent, que ces contrats aidés ont un faible retour à l'emploi. Je peux vous le dire d'ailleurs. On baisse le nombre. Notamment à La Réunion, seulement 21% des bénéficiaires d'un parcours emploi-compétences accèdent à l'emploi durable. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réorienter nos... Est-ce que ce serait parce que les employeurs se servent d'une armée de réserve la plus précarisable possible et puis lorsque ils en font plus des précaires, eh bien hop, on y va. On les vire dès qu'on devrait en faire des stables. Mais non, le patronat ne ferait pas ça. Nos crédits vers des actions qui fonctionnent. Donc dans ce contexte-là, je rappelle aussi que les préfets ont désormais la possibilité de redéployer des crédits de l'insertion et d'allouer des nouveaux contrats parcours emploi compétences pour le coup lorsque les priorités territoriales ou des besoins locaux le justifient. Ce qui est peut-être le cas à La Réunion, où le préfet peut tout à fait arbitrer dans les marges de fongibilité qu'on lui avons données. La Réunion, je le redis, c'est effectivement une réalité préoccupante. 764 vues, ça n'était pas la question au gouvernement la plus vue de l'histoire de l'Assemblée nationale. Je partage votre diagnostic, puisque 24% des jeunes de 15 à 29 ans, c'est les fameux NEETs, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Effectivement, comme vous l'avez dit, je le confirme, c'est 2 fois plus qu'au niveau national. Ça demande effectivement une réaction. Cette réaction, c'est renforcer le budget des missions locales ultramarines, y compris à La Réunion, se concentrer sur les dispositifs qui donnent réellement une chance aux jeunes ultramarins, y compris à La Réunion, les missions locales, contrats d'engagement jeunes, services militaires adaptés. Et quand on regarde ces dispositifs-là, 84% des volontaires stagiaires.
service militaire adapté pour le retour à l'emploi. Bonjour. Trouve un emploi. Un peu étonnant. Ou s'engage dans une formation qualifiante. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas entendu de chiffres dans votre réponse et les collectivités ont jusqu'au 30 avril. Oui, j'ai entendu que ça baissait. Pour faire leur budget. Donc l'urgence est là. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ah, la droite, la grosse droite. La question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, même si par transversalité, Madame la Ministre des Armées et de la Défense peut être aussi concernée. Comme vous le savez sans doute, Monsieur le Ministre, pendant la nuit du 6 au 7 avril dernier, 3 installations électriques ont été incendiées simultanément dans le département du Cher. Ces sites n'ont pas été visés par hasard puisque tous 3 alimentaient 2 usines essentielles pour notre défense nationale. L'usine KNDS qui, comme vous le savez, fabrique les canons César et les munitions, et l'usine MBDA qui fabrique des missiles. Sur l'un des 3 sites incendiés, une banderole avait été ajoutée portant ce slogan « Action contre la guerre ». Monsieur le ministre, ces sabotages s'inscrivent malheureusement dans une continuité. Ils portent la signature d'autres sabotages ou tentatives, signatures qu'on a retrouvées à plusieurs reprises depuis mai 2023. À chaque fois, ce sont nos armées ou notre BITD qui sont visés. Les intérêts vitaux de la nation sont attaqués et on ne peut pas se contenter de simples procédures pour destruction de biens publics. Vendredi, le parquet de Paris a indiqué s'être saisi du dossier des sabotages du Cher, confiant les investigations à la sous-direction antiterroriste, ce qui va dans le bon sens. C'est une dinguerie, ces actions de militantisme contre la guerre pacifiste, etc. Et tu sais ça contre l'action contre le terrorisme. C'est une honte, c'est la blatte qui prend le truc, c'est Ministre, nous savons que des groupes Antifa toulousains et un dénommé Observatoire des armements à gauche forment leurs militants à identifier et à cartographier les entreprises et les sous-traitants de notre base industrielle et de défense. Des manifestations sont également prévues le 8 mai à Saint-Nazaire contre le futur porte-avions France Libre et le week-end du 14 juin contre le salon Euro-Satori. Monsieur le ministre, quelle est votre stratégie pour défendre la nation contre ces groupes qui menacent directement nos intérêts vitaux? Et quelles mesures comptez-vous prendre vraiment concrètement pour lutter contre ce qui ressemble de plus en plus à un écosystème cohérent et organisé autour de groupes d'ultra-gauche? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mathieu Bloch, je vous confirme effectivement que les faits qui se sont déroulés à Bourges et à la Chapelle-Saint-Ursin visaient l'industrie de l'armement. Ce sont des faits extrêmement graves qui ont constitué à dégrader des installations de distribution électrique Enedis qui alimentaient de l'industrie de l'armement et qui d'ailleurs ce faisant pénalisé un certain nombre de nos concitoyens. Je peux vous assurer que la mouvance d'ultra-gauche est suivie de très près et ce depuis de nombreuses années. C'est une mouvance qui s'est d'abord inscrite dans la désobéissance civile et puis qui petit à petit est passée sur des actions violentes, sur des thématiques comme l'écologie radicale, la contestation sociétale et puis de plus en plus l'antimilitarisme. Donc c'est une mouvance qui est suivie. Pourquoi il dit l'antimilitarisme? Genre ça n'a rien de nouveau. En quoi c'est nouveau? En quoi c'est nouveau? En quoi c'est nouveau? Connu. Vous avez raison de souligner qu'il y a un certain nombre de faits de... Il est en train de dire, ah, voilà, on a les proto-fachos là, enfin les fachos, et il est en train de dire, oui vous avez raison. D'actes de dégradation, de sabotage. Ils augmentent. En 2024, on en avait 160. Peut-être parce que la guerre augmente. Peut-être qu'on pourrait se poser la question de, voilà, genre, parce qu'en soi on n'est pas forcément contre les armes, mais pas pour faire des génocides. 2025, ça, le sujet. On en a eu 190. Parce que ces armes, elles vont où? On n'avait pas ces sabotages-là au moment de la guerre en Ukraine, on les a eu à partir de Gaza. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas contre-saboter les canons César pour aller en Ukraine. En revanche, quand tu as de l'armement pour aller à Gaza, là on se pose plus de questions. Parfois... Donc des guerres justes. Marquant. Il faut se souvenir de ce qui s'était passé le matin de la cérémonie d'ouverture des JO, ce qui s'est passé en marge du festival de Cannes. Ce sont des actions marquantes et pour lesquelles les services
travail. Les services de renseignement, depuis 2018, ont créé une coordination sur ce sujet qui est confiée à la Direction nationale du renseignement territorial, qui suit tous ces groupuscules, tous ces mouvements, avec d'autant plus d'attention que souvent, vous avez raison de le souligner, les actions sont coordonnées et cette coordination est parfois internationale. C'est-à-dire que la mouvance d'ultra-gauche radicale obéit parfois à des connexions ou répond à des connexions qui sont internationales avec l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, voire la Grèce. Donc je peux vous assurer que les services de renseignement sont motivés, très déterminés et en tout cas sont attentifs à tout cela et mènent des actions de renseignement qui produisent leurs effets. D'abord, elles se traduisent par des investigations judiciaires et puis il y a aussi des actions d'ampleur qui sont parfois déjouées grâce à leur action. Je renvoie à l'action qui a été déjouée en marge du Salon du Bourget et qui visait l'année dernière à perturber de manière grave et significative les survols aériens organisés dans le cadre du Bourget. Cette action n'a pas eu lieu, elle a été déjouée. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que les services sont déterminés sous mon autorité à entraver cette menace dont je vous confirme la réalité, la gravité et la dangerosité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Antoine Gauliot pour le groupe Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est là qu'on voit Laurent Nunez, il a quand même été moins insupportable que d'autres ministres qui l'ont précédé sur un sujet pareil, tu vois. Retailleau aurait dit des choses très différentes. Mais après, il fait pas forcément une politique très différente, mais la communication n'est pas la même. Ma question s'adresse à Madame la Ministre. Ça ne veut pas dire que le goût Laurent Nunez est mieux, hein, j'ai pas dit ça. Ministre de la mer et de la pêche. À Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France et cœur de ma circonscription du Pas-de-Calais, les marins ne demandent que de pouvoir continuer à vivre de leur travail. Aujourd'hui, toute la filière pêche est en souffrance. Terrible. Le prix du gasoil est passé en quelques mois d'environ 60 centimes d'euros à plus d'1 € le litre, montant jusqu'à 1,20 €. Malgré les mesurettes comme l'aide de 20 centimes par litre, le coût reste supérieur de 40 à 65% Très 19 mise à la normale. Pour beaucoup de bateaux, le carburant représente aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Un chalutier peut consommer jusqu'à 12 000 litres de carburant pour une seule sortie en mer. Chaque sortie est synonyme de perte d'argent. Certains armateurs, d'ailleurs, préfèrent laisser leur bateau à quai plutôt que de travailler à perte. Les entreprises du secteur sont aujourd'hui en grande difficulté financière. Cette flambée des prix du carburant vient s'ajouter aux nombreuses difficultés déjà rencontrées par la filière. La baisse des ressources halieutiques, réduction des quotas comme sur le maquereau, flotte vieillissante, contraintes réglementaires toujours trop lourdes, complexité des aides européennes, manque d'attractivité du métier, réduction des zones de pêche en partie due à l'implantation de parcs éoliens en mer. Face à cette situation, les professionnels sont en détresse car aujourd'hui, ils ne voient pas la... Enfin voilà, classique tech du RN de prendre un sujet social et d'être assez peu insupportable sur le sujet. Ni cap, ni stratégie, ni volonté réelle de défendre la pêche française de la part du gouvernement. Alors Madame la Ministre, nos pêcheurs sont en attente de réponses claires. Comptez-vous enfin prendre des mesures d'urgence à la hauteur de la crise du carburant pour éviter l'effondrement de la filière? Et quelle vision portez-vous pour garantir demain l'avenir de la pêche française? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Catherine Chabot, ministre de la Mer et de la Pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gauliot, vous l'avez dit, depuis le début de la crise, les pêcheurs sont impactés les premiers directement. Non seulement les pêcheurs, mais aussi toute la filière aval. Depuis le début de la crise, le gouvernement est vraiment derrière eux. Moi, je peux vous dire que les informations me remontent quotidiennement, y compris du Pas-de-Calais. J'étais il y a 15 jours au Sables-d'Olonne. J'étais encore hier à Marseille avec les professionnels de la Méditerranée. Et effectivement, la situation est grave. Mais depuis le début, et je le répète, le gouvernement s'est mobilisé pour les pêcheurs avec différentes mesures très concrètes ouvrant droit à un report des cotisations sociales, sollicitant le concours des banques dans le cadre des demandes portées par les professionnels, offrant aussi la possibilité de souscrire des prêts flash BPI pour
pour ces entreprises. Par ailleurs, l'ensemble, vous l'avez dit, des pêcheurs bénéficieront sur le mois d'avril d'une réduction de 20 centimes. Alors pour les pêcheurs de métropole, mais aussi ultramarins, de 20 centimes par litre de carburant pour le mois d'avril, à l'image des autres États membres de l'Europe ayant annoncé des dispositifs similaires. Les discussions sont en cours avec la Commission européenne pour pouvoir faire rentrer cette mesure, qu'elle soit applicable au plus vite. Si les cours demeurent élevés, nous notons quand même depuis 2 jours une inflexion du prix du carburant. Malheureusement, il n'y a pas encore de stabilisation. Conformément à l'engagement du gouvernement, les baisses des cours mondiaux devront se répercuter au plus vite sur les prix à la pompe et nous y serons extrêmement vigilants vis-à-vis des metteurs en marché. Enfin, vous savez qu'en parallèle de ces mesures de court et moyen terme, nous travaillons sur des mesures vraiment de long terme. Il s'agit d'accélérer sur la décarbonation du secteur. Le Premier ministre m'a donné mandat pour bouger le cadre à l'échelle européenne avec une demande d'assouplissement du cadre européen. C'est une condition sine qua non pour faire avancer et pour l'attractivité du métier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse, mais je tenais à vous dire que les pêcheurs ont vraiment le sentiment d'être abandonnés par votre gouvernement. Donc je vous demande bien sûr d'agir plus concrètement, comme les gouvernements d'ailleurs italiens et espagnols, ils agissent beaucoup plus efficacement derrière leur filière pêche. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Midi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jean-Luc Fugit, s'adresse à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Des forages récents ont permis de découvrir ce qui pourrait être le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde, et cela dans les sous-sols de la Moselle. Les estimations sont encore en cours, mais ce sont potentiellement 34 millions de tonnes de ce gaz décarboné qui repose dans notre sous-sol. C'est une chance pour notre mix énergétique, mais surtout un trésor de l'ordre de 100 milliards d'euros pour notre pays. Nous devons donc bien réfléchir à ce que nous allons faire de cet argent. Ce serait une erreur de le dilapider dans des dépenses de fonctionnement pas suffisamment maîtrisées. Il faut transformer cet actif en un levier durable de puissance économique au service de notre pays. D'autres ont su faire ce choix. La Norvège, par exemple, a su transformer ses ressources naturelles en un fonds souverain. Résultat, il finance aujourd'hui près de 20% de son budget et de ses retraites. Pourquoi la France ne ferait-elle pas de même? Un fonds souverain permettrait d'investir dans notre économie française et européenne, d'investir au service de l'innovation, de la réindustrialisation, de la transition écologique et de notre défense. Et surtout, il permettrait de générer des dividendes qui pourraient être utilisés pour amorcer un système de retraite par capitalisation que nous appelons de nos vœux avec Gabriel Attal. Aussi, Monsieur le Ministre, peut-on compter sur vous pour poser les bases de la création de ce fonds souverain au service des Françaises et des Français? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjean, ministre en charge de l'énergie. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Midi, veuillez excuser l'absence de Roland Lescure et donc vous vous contenterez de ma réponse. Je voudrais commencer par dire qu'il faut être très prudent sur le passage de la phase d'exploration à la phase d'exploitation et que ça pose un certain nombre de risques et de questionnements, notamment en matière environnementale. Et donc en l'état, on a délivré 6 permis de recherche et d'exploration en France. C'est une très bonne chose. Les recherches avancent. Il y a effectivement eu cette découverte en Moselle. Il convient encore d'arriver pour Énergie de France à estimer quelle est la teneur de cet H2 et à quelle profondeur il se situe. Et donc vraiment nous, on encourage l'ensemble de ces dispositifs. Vous savez que la France a été l'un des premiers pays à reconnaître l'hydrogène natif comme substance minière. Vous savez qu'on a missionné l'IFPEN et un certain nombre d'universités, qui a un rapport qui fait état des connaissances scientifiques qui a été publié en juin dernier. Mais encore une fois, on est extrêmement prudent sur les avancées possibles, même si c'est effectivement probablement une bonne opportunité. Mais ça demande encore d'avancer en matière de recherche pour voir où est-ce qu'on peut aller, est-ce que ça peut impliquer ou pas comme revenu.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Alexandre pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, vous aviez prédit des baisses de tarifs pour les carburants. Il n'en est rien. Personne ne sait s'il y aura un retour à la normale, ni quand. Dans ce contexte, les chèques énergie et les prêts à 3,8% pour les TPE-PME ne suffisent pas. Le gazole approche 2,50 € le litre. Le GNR pour les agriculteurs a doublé en un mois, alors que nous arrivons en période de semences, d'ensilage et de fauchage. Beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture au quotidien. Tout le monde n'a pas une station de métro en bas de chez lui. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Des millions de Français se lèvent tous les jours et prennent leur voiture pour aller au travail. Artisans, taxis, livreurs, aides à domicile, infirmières. Certains sont à la limite de cesser leur activité. Ils vous demandent de faire votre travail de gouvernement. Agissez pour les protéger. Nous proposons le blocage immédiat des prix à un niveau d'avant-guerre, c'est-à-dire un retour à 1,70 € le litre de gasoil. Votre entêtement à le refuser est irrationnel. Les Français n'ont pas les moyens de payer la facture des dividendes des pétroliers. Total et les autres, oui. Total a généré 1 milliard de super profits en mars en spéculant sur la flambée des prix. Arrêtez d'agiter des peurs pour ne rien faire. La France a déjà bloqué les prix à la pompe en 1990 pendant la guerre du Golfe. Il n'y a pas eu de pénurie. Les pétroliers continueront à vendre à la France qui compte plus de 45 millions de véhicules en circulation. Soyez raisonnables. Allez-vous enfin bloquer les prix du carburant? Voilà, merci. Merci beaucoup, madame, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjon. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alexandre, non, nous n'allons pas procéder au blocage des prix du carburant. Nous le disons ici chaque semaine et une différence de vision évidemment fondamentale nous oppose. Nous pensons que dans une économie de marché où le prix dépend de flux internationaux, de la production internationale, des transports internationaux, de ce qu'il est possible ou pas de passer par le détroit d'Ormuz, un blocage des prix uniquement franco-français qui ferait fi de toutes les augmentations de coûts sur les produits raffinés, notamment sur les coûts de transport d'autre part, serait complètement en décalage avec la réalité même du fonctionnement du marché. Et donc c'est en ça où on vous dit que si on fixe... Mais non! Coupe les marges des raffineurs, putain! Le coût, par exemple, à 1,70 €, puisque c'est l'exemple que vous prenez régulièrement, alors même que c'est inférieur au coût de production et à ce que sont les coûts, de marché, vous risquez de facto des risques de pénurie. Voilà, donc je vous redis ce qu'on a dit depuis plusieurs semaines maintenant. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Dire des mensonges plusieurs fois n'en fait pas des vérités. Les marges des raffineurs ont été multipliées par 4 depuis le début de la guerre. C'est à eux de payer, pas aux Français. Merci. Oh là là. Merci beaucoup Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue jusqu'à 15 h. Ils les ont mis à la toute fin, hein. À la toute fin. Hein. Allez, on arrête.